Bien, donc on accueille Rodolphe Christin, qui est de longue date quelqu'un qui, en sociologue, réfléchit sur les questions du tourisme et de ce qu'il appelle le désastre touristique. Donc on va mettre déjà ce mot sur la table. D'entrée de jeu, je lui demanderai de s'auto-présenter, mais aussi d'expliquer, pas de s'auto-présenter sous la figure d'un curriculum vitae, mais d'expliquer dans sa vie, dans le mouvement de son travail professionnel et de ses désirs, comment il s'est donné cet objet-là. Parce que ce qui est frappant quand on regarde sa bibliographie, c'est la constance de ce thème du tourisme qui est inclus dans le loisir. Et les seules exceptions qu'on trouve dans la bibliographie, en tout cas, pas dans la liste des articles, mais dans les livres parus, c'est la question du travail, et dont on comprend très bien qu'elle est le versant opposé de la question du loisir et de la question du tourisme. Donc je lui demanderai de commencer comme ça, avant d'entrer dans le mouvement de son argumentation et de son exposé dans ce livre qui s'appelle le Manuel de l'antitourisme, dont c'est une seconde édition, hein, si je ne me trompe pas, première édition en 2010, réédition en 2017, ce qui fait que vous avez été amené à faire un avant-propos en disant ben, finalement ça tient, quoi. Le dispositif d'analyse tient et la factualité du phénomène étudié tient, elle se renforce même plutôt. Mais vous dites, bon voilà, Manuel de l'antitourisme, il n'aura sans doute pas le succès du manifeste du Parti communiste. Il n'aura même pas forcément le succès du texte de La Boétie sur la servitude volontaire, donc deux grands textes politiques assez structurants de la pensée politique. Alors, on discutera éventuellement un peu plus tard, de savoir si c'est vraiment Emmanuel, mais ça, ce sera lié, je pense, à la discussion qu'on aura sur comment on peut sortir d'une critique du tourisme pour être un petit peu plus présentable quand on se déplace à travers le monde. Mais je voudrais, moi, ouvrir par des observations personnelles en rapport avec le sujet, qui sont liées à des phénomènes beaucoup plus proche de nous que ce qu'on a pu voir là, pour ceux qui ont vu le film, que ces milliardaires chinois qui, sur un brise-glace russe qui d'une certaine façon se recycle pour gagner sa vie, hein, à partir de la base de Mourmansk, emmènent donc ces touristes au pôle Nord, donc tourisme de nouveaux riches, de nouveaux très riches, avec une destination symbolique propre à édifier leur compagnonnage amical, professionnel. Je suis allé au pôle Nord et je suis allé, qui plus est, au pôle Nord dans la 100e expédition humaine au pôle Nord. Donc, plus proche de nous, pour montrer que ce qui était dit dans ce film peut se ramener à l'île de Bréhat, Côte d'Armor, au nord de Paimpol, vieille destination touristique, une espèce d'écrin granitique, rose, représenté de longue date, depuis le tourisme bourgeois du 19e siècle, comme une destination très facile, puisqu'il y a 10 minutes de traversée, il n'y a pas le temps d'avoir le mal de mer, mais un tourisme raisonnable pendant très longtemps. Cet été, Ouest France publiait un article fortement inspiré par la compagnie des vedettes de Bréhat, qui se flattait d'avoir apporté en une journée 5000 personnes sur l'île de Bréhat. 5000 personnes, visiteurs à la journée, sachant qu'il y en a à peu près 4000 qui sont résidents secondaires, et vous ajoutez les petites centaines, 200, 250, qui vivent à l'année. C'est-à-dire que vous avez une ligne de pèlerins entre le débarcadère sud de l'île et le phare du Pont, qui est au nord, qui ressemble à peu près à la ligne de pèlerins que les journaux ont photographié très largement ces temps-ci, des gens qui vont au nord de l'Everest et qui doivent attendre que celui devant avance pour progresser. La seule différence, c'est que c'est un petit peu plus dur physiquement à titre de contribution personnelle à l'Everest. Ça veut dire aussi que pour ceux qui savent d'expérience que quand on visite une île à la journée,
il y a un problème qu'on se pose à partir d'un certain moment de la promenade, qui est quelle est l'heure du dernier bateau? Ne pas rater le dernier bateau, sinon on est obligé de trouver un logement pour rester sur l'île. Eh bien, il n'y a plus d'heure du dernier bateau. J'ai posé, à titre d'enquête, comme ça, la question à un des marins de la compagnie, parce que je voyais le phénomène. Avant même d'avoir vu le journal, j'avais vu ce phénomène. Je lui dis, mais là, le bateau qui part, c'est le dernier bateau. Ah non, non, parce qu'il y aura d'autres bateaux pour prendre tout le monde après. Voilà. Donc, alors on est clairement dans un exercice de profitabilité. Et je regardais ces 5000 personnes. Finalement, elles sont dans un cadre paysager admirable, mais elles sont entre elles. Elles se regardent, elles sont obligées d'être ensemble. Voilà. Deuxième chose, le Portugal. Je travaille depuis 30 ans à titre professionnel sur le cinéma portugais. Également, tourisme ancien au Portugal. J'ai ici un numéro du magazine Elle du 20 juin 1955 qui appartenait à ma maman. Et vacances portugaises avec nos envoyés spéciaux. Alors, des mannequins parmi les pêcheurs, là ici c'est les pêcheurs de la région de Nazaré, et ainsi de suite à l'intérieur du magazine. Donc aujourd'hui les mannequins on les emmène beaucoup plus loin, hein, Extrême-Orient, Amérique latine, je ne sais pas, d'autres destinations. Le Portugal avait un tourisme raisonnable. Depuis 6 ans, Lisbonne est soumis à un hypertourisme qui lui fait vivre le phénomène que Venise a connu en 100 ans et que Barcelone a connu en 30 ans, mais eux l'ont connu en 7 ans. Et puis Porto, qui était une ville qui même vivotait d'une certaine façon, dont le centre-ville se vidait, connaît un hypertourisme depuis 3 ans. Et mon ami, le directeur de la Cinémathèque portugaise, joue sur les mots, puisque tout le monde sait que le Portugal a contribué à ce qu'on appelle les grandes découvertes, donc cette extension de la connaissance sur le monde, en disant « l'Europe vient de découvrir le Portugal ». Alors, on pourra lister toute une série d'effets de cet hypertourisme. Je voudrais juste en mentionner un et le soumettre à notre discussion. Il y avait une librairie, la librairie des frères Lello, qui est une librairie aux merveilleuses boiseries anciennes, très très belles, qui exerçait un normal travail de libraire au cœur de la ville de Porto. Elle était déjà pointée comme une destination intéressante dans les guides du routard il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, et on commençait à voir des touristes se mêler aux acheteurs de livres. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas entrer dans la librairie Lello sans acheter dans un magasin qui a été acheté par la librairie à 50 mètres un ticket d'entrée qui sera remboursable sur la base d'achat de livres, et vous avez une file d'attente absolument inimaginable en permanence. S'ajoute à ce phénomène le fait que la librairie a utilisé le fait que la rédactrice des ouvrages et l'inventrice du personnage d'Harry Potter et de la série des ouvrages d'Harry Potter, ayant été lectrice d'anglais à Porto pendant quelque temps, aurait utilisé dans son imagerie, l'imagerie de son monde, dans la création de son monde d'Harry Potter, des éléments du décor de la librairie. Donc elle est vendue comme librairie du monde d'Harry Potter, et donc vous avez les souvenirs liés pas simplement au Portugal mais à Harry Potter. Voilà, là on est vraiment dans quelque chose d'étonnant. Et bien évidemment vous ne pouvez plus acheter de livres, et vous ne pouvez plus acheter de livres. Vous pouvez acheter des livres de cuisine, des livres de développement personnel en anglais, mais vous ne pouvez plus voir quelle est la production éditoriale du Portugal dans des domaines sérieux. Je peux vous dire que le rayon de cinéma par exemple, faut vraiment demander. Et quand vous dites à un employé de cette librairie, mais je reconnais plus, vous faites un peu le nigaud, etc., je reconnais plus, il dit oui, parce que vous avez connu la librairie quand elle était une vraie librairie. Voilà, donc voilà, la question du vrai dans le voyage et dans le tourisme, on va la rencontrer. Voilà, je jette ça sur notre table de discussion, et je demande donc à notre invité de nous dire comment il a saisi
dans sa vie, dans son travail, cet objet tourisme. Bonsoir, merci d'être là en nombre. Moi, en fait, j'ai grandi, je suis né en 1970, j'ai grandi dans les montagnes au pied des Alpes, dans les montagnes de Chartreuse. Et très rapidement, la montagne était pour moi un espace d'évasion, la forêt, parce que le massif de Chartreuse, c'est des forêts. Et j'ai vu la transformation de certains lieux, de certains sites, notamment un qui est ce qu'on appelle le cirque de Saint-Même. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. La Chartreuse n'est pas très connue parce qu'il n'y a pas des altitudes énormes. C'est pas un lieu de grande course, c'est plutôt un massif de moyenne montagne très accidenté. Et ce lieu-là a été un jour victime de son succès, c'est-à-dire que il y avait de plus en plus de monde qui venait le visiter parce que c'est un lieu très, très beau. Donc, conflit d'usage, c'est-à-dire que les gens se garaient n'importe où. Donc, les agriculteurs l'été ne pouvaient plus accéder à leurs champs. Conflit d'usage dans le meilleur sens des cas, parce que parfois ça tournait, ça virait à l'empoignade à la périphérie du site. Problématique de surfréquentation, donc gestion des déchets, des poubelles, des papiers gras laissés ici et là. Et puis un jour, la commune a géré ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un parking énorme l'été. Des cars arrivent, une guérite a été installée et vous payez un droit d'accès pour aller sur le site qui est aménagé. Donc l'objectif était bien évidemment de gérer des problèmes environnementaux aussi. Mais aujourd'hui, l'expérience de ce lieu n'est plus du tout la même que celle que j'ai pu faire. Alors là, c'est la part très personnelle que je faisais de ce lieu-là il y a des décennies de ça, quoi. Et finalement, je crois que toute la problématique du tourisme, elle est là. Un lieu est beau, on a envie d'y aller, il y a un désir de découverte qui se manifeste, on y va. Il y a toute une logique derrière de communication, parce que quand on y va, que le lieu devient fréquentable, et bien des médias qui viennent. Finalement, on transforme ce lieu pour l'aménager. Et quand on le transforme, on transforme aussi l'expérience de ce lieu-là. Donc tout ça, c'est un phénomène qui m'a commencé à me faire réfléchir. Sachant que les Alpes, il y a eu la création de stations de ski, il y a les flux de visiteurs, tout le monde connaît ça. Et puis j'ai grandi, j'ai été tenté pour aller de plus en plus loin. J'ai été dans le Grand Nord, j'étais en Mongolie, j'étais en Guyane. Et j'ai interrogé, mais ça me travaillait quand même, à tel point que j'ai fait une thèse de sociologie sur l'imaginaire du voyage. Donc, qu'est-ce que ça signifie que voyager? Quelles sont les représentations autour du voyage? Et quand on s'intéresse au voyage à l'époque actuelle, on aborde forcément la question du tourisme, puisque la définition du tourisme, c'est quoi? C'est voyager pour le plaisir. Le voyage d'agrément, c'est finalement, dit un peu vite, la définition du tourisme. Et cette pratique-là ne va pas de soi, dans le sens où voyager pour le plaisir, c'est assez nouveau dans l'histoire de l'humanité. Ça n'a pas toujours été un motif. Ça n'a même rarement été un motif de voyage. Pourquoi? Parce qu'avant, les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui, avant le confort, avant le moteur à explosion, voyager était d'abord une épreuve. Une épreuve physique, physiologique. Il fallait fournir des efforts pour se déplacer, même si on voyageait en calèche et tout ça, c'était quand même des conditions de confort aléatoires. Une épreuve psychologique, parce que voyager, c'est sortir du cercle de ses proches, de la reconnaissance, pour aller... on sort de ses repères, on s'isole. Donc, on affronte une forme de solitude. Donc, il y a un coût, entre guillemets, psychologique au fait de s'éloigner de chez soi. On s'expose aux intempéries, on s'expose aux aléas, à ce qui advient. Le terme d'aventure, étymologiquement, c'est advenire, c'est-à-dire qu'on s'expose à ce qui advient, c'est-à-dire que tout peut arriver. C'est le propre de l'aventure. Donc, pour que voyager devienne un plaisir,
il a fallu aménager la réalité, se doter d'équipements et de technologies qui ont rendu plus facile cette logique de déplacement-là. Donc, j'ai aussi beaucoup lu d'écrivains voyageurs, avant que ce soit la mode, un statut à la mode. Moi, des gens comme Blaise Cendrars, comme Joseph Kessel, comme Jack London m'ont fait rêver. Mais finalement, est-ce que c'était des touristes ? Pas vraiment, parce que Blaise Cendrars, il était écrivain, il était journaliste, il partait pour faire des reportages. C'était à une époque où les grands transatlantiques commençaient à sillonner le monde, donc il y avait ces technologies justement qui étaient encore rares, mais commençaient à se répandre. Et Blaise Cendrars a chanté la diversité. L'accès, notamment la prose du transsibérien, c'était prendre le train sur de grandes traversées continentales. Et donc, il y avait une poétique particulière autour de ça. Joseph Kessel, c'était un grand reporter, il partait faire des reportages. Mais finalement, tous ces gens-là ont contribué, d'une certaine manière, à magnifier le voyage, à faire émerger des destinations. Et à une époque, pour les connaître, pour les découvrir, il fallait faire des métiers qui nous permettaient de les découvrir. Et très vite, tout ça, cette logique de professionnalisation qui permettait de voyager quand on voulait vraiment voyager, est devenue, je vais vite, une forme de prestation de service. C'est-à-dire que vous êtes passionné par l'Afghanistan. Alors maintenant, c'est un peu compliqué, mais vous êtes passionné par le Tibet. Vous pouvez acheter un voyage au Tibet. Ça ne va pas de soi. Il a fallu tout un processus, une mise en forme, une prise en charge du désir d'ailleurs par des structures qui vous aident à organiser ça. Sur place, même si vous partez en voyage non organisé sur place, aujourd'hui, vous trouvez des endroits pour vous loger, vous trouvez des gens qui vous déplacent, et tout ça non plus ne va pas de soi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous paraît presque normal, alors que tout ça est un processus historique, parce que pour que le tourisme devienne tourisme, il a fallu un certain nombre de transformations sociales, puisqu'au départ, le fait d'aller faire un tour était une pratique réservée à l'aristocratie, qui envoyait sa jeunesse juste à l'époque charnière, avant de prendre la vie adulte à bras-le-corps et d'entrer dans les choses sérieuses de l'existence. On envoyait sa jeunesse faire un tour à des fins éducatives pour parfaire leur éducation. C'était aussi une logique de distinction, parce qu'il fallait en avoir les moyens financiers d'envoyer des gens faire un tour d'Europe qui ne rapportaient rien, mais qui dépensaient quand même un peu. Avec la révolution industrielle, la bourgeoisie a eu les moyens financiers d'envoyer sa jeunesse aussi faire du voyage touriste, faire un tour, justement, faire du voyage pour le plaisir. Et progressivement, avec notamment l'expansion du salariat, donc des congés payés, 1936, Front populaire, congés payés, une question s'est posée: qu'allait faire la population de ce temps libre ? Qu'allait-elle en faire ? Et est-ce qu'elle n'allait pas finalement en étant livrée à elle-même, s'adonner à la boisson, à la débauche, voire à la révolution ? C'est-à-dire que très rapidement, des organisations, des associations, des syndicats ont pris en charge le contenu de ce temps libre pour proposer des choses. Et c'est là qu'a émergé le tourisme social. Donc le tourisme social avait une vocation d'éducation populaire. Les gens partaient en vacances, mais pour découvrir d'autres paysages, d'autres manières de vivre. Je pense au camping. Et quand on observe un peu ce qui se passe sur un camping, il y a une vraie forme de convivialité, un peu, je mets des guillemets, mais communautaire. En tout cas, on vit autrement, on est plus proche de la nature, dans des conditions d'habitat un peu plus précaires. Quand il pleut, on sent qu'il pleut. C'était une forme d'exotisme aussi, ça, qui permettait de vivre d'autres types d'expériences. Cette pratique de tourisme a intéressé de plus en plus de monde. C'est devenu une norme finalement de comportement. Et très rapidement, des organisations qui, elles, ont eu à but lucratif, ont pris le relais des associations de tourisme. Et aujourd'hui, le tourisme est devenu une des premières industries mondiales. Et la question que moi je pose, c'est cette découverte d'autres manières de vivre, d'autres réalités, est-elle encore l'objet
du désir touristique. Je dis souvent un peu en guise de boutade, mais est-ce que la recherche du divertissement n'a pas largement supplanté la recherche de la diversité ? Peut-être qu'au point où on est, on pourrait, si vous voulez bien, j'en fais la lecture, parce que vous n'avez pas de raison d'avoir les chiffres en tête, mais vous dites à propos, parce que fixer l'objectivité du phénomène, après on peut regarder quels sont les ressorts anthropologiques qui font que le tourisme a pris cette puissance, et ensuite on verra quelles sont ses conséquences fâcheuses. Et ensuite, on posera la question de savoir comment on peut éventuellement en sortir de ce désastre. Alors, je vous lis. Les faits et les chiffres sont là. Alors, ils sont bons à se remémorer. Le tourisme est la première activité économique mondiale. Elle emploie 200 millions de personnes dans le monde, soit 8% de la population mondiale, ce qui paraît bien peu relativement aux recettes engendrées, 733 milliards de dollars US en 2006, dont soit 2 milliards de dollars US par jour, selon l'Organisation mondiale du tourisme. 2. C'est une activité en croissance. Selon cette même Organisation mondiale du tourisme, le nombre de déplacements internationaux a connu 6,5% de croissance annuelle entre 1950 et 2006, une forte expansion en perspective. Si les prévisions disent vrai, en 2020, le nombre d'arrivées de touristes internationaux devrait passer à 1,6 milliard contre 846 millions en 2006. 3. En 2006, les transports se partageaient de manière presque égale entre les transports aériens, 46%, et terrestres, 47%. Parmi ces derniers, la route, avec 43% des usages, l'emportait largement sur le rail, 4%. Seulement 7% des arrivées se faisaient par la mer. 4. En 2006, la France, puis l'Espagne et enfin les États-Unis étaient les 3 pays les plus visités du monde. Ce sont des pays occidentaux. La Chine arrive en 4e position. 5. Un phénomène nouveau. S'il reste minoritaire depuis 2004, le nombre de voyages lointains entre des régions continentales différentes augmente plus fortement que les voyages à l'intérieur d'une même région. D'où le recours croissant au voyage en avion, ce grand producteur de gaz à effet de serre. C'est dans ce secteur que se concentrent les perspectives majeures de la croissance économique du tourisme. 6. En 2006, les 5 nationalités les plus dépensières en voyage furent, par ordre décroissant, les Allemands, les Américains, les Anglais, les Français et les Japonais. Autrement dit, le tourisme est un loisir de riches, car il faut être riche pour dépenser. C'est une évidence qu'il convient de rappeler. Or, la majorité de la population de la planète est pauvre, sinon misérable. 7, c'est la raison pour laquelle les touristes ne représentent que 3,5% de la population mondiale. Voilà. Alors, tous ces chiffres-là, aujourd'hui, vous les augmentez largement, notamment les 3,5%. Je pense qu'on a dû dépasser les 10% de la population mondiale, parce qu'aujourd'hui, arrivent les pays émergents, donc la Chine, les Chinois, les Indiens notamment. Ce qui est important aussi, c'est que le tourisme est une pratique qui n'est pas non plus réservée à tout le monde, parce qu'aujourd'hui on en parle comme un phénomène banal, et c'est vrai que, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour voyager pour le plaisir, il faut en avoir les moyens. Donc il y a tous les moyens technologiques, mais il faut aussi en avoir les moyens financiers aussi, et surtout, parce que même en France aujourd'hui, 80% des cadres partent en vacances contre 40 et quelques % des ouvriers. Donc tout le monde n'a pas les moyens de partir en vacances, loin s'en faut. Ça reste une pratique, entre guillemets, minoritaire. Quand l'Organisation mondiale du tourisme compte les touristes, elle passe, par contre, ça c'est important de le dire aussi, elle compte les gens qui passent une frontière. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte tous les touristes intra, les Français qui visitent la France, les Allemands qui visitent l'Allemagne. Donc ces chiffres-là peuvent être largement majorés, quoi. Ce qui est aussi intéressant, c'est lorsque j'ai écrit le manuel de l'antitouriste, la première édition, j'ai eu un accueil mitigé. Certains journalistes se sont intéressés à Sturluberlu, qui critiquait le tourisme. Et lors de la réédition du manuel, c'est-à-dire il y a en 2018,
Il connaît toutes les dates de publication par cœur. C'est pour ça que je me tourne vers le monsieur. Là, j'ai rencontré un écho assez important pour différentes raisons. D'une part, il y avait les manifestations dans les grandes capitales européennes, les contestations liées aux habitants qui n'en pouvaient plus de voir arriver des flots et des flots de touristes. Donc Barcelone, Venise, Dubrovnik et j'en passe. D'une part, et ensuite le consensus touristique. Parce qu'il faut savoir que le tourisme a longtemps bénéficié, contrairement à d'autres industries qui étaient critiquées par les écolos, par les gens plutôt de gauche, anticapitalistes, le tourisme a longtemps bénéficié d'un consensus parfait. Parce que pour les gens, je schématise, je caricature même, pour les gens de droite libérale, ça permettait de faire du business, donc du développement, de la croissance, donc c'était bien. Et pour les gens, on va dire, plus progressistes, c'était quoi? C'était le dialogue entre les cultures, la paix dans le monde, la découverte de l'autre, la rencontre, donc c'était bien. Donc attaquer le tourisme, c'était rude, hein, parce que vous aviez soit j'étais devant des salles vides, soit les premiers qui m'ont fait venir, qui m'ont invité, qui étaient manifestement contents de me voir, c'était les milieux écolos anarchistes aussi, il faut le dire. La critique radicale, parce qu'en matière de critique de l'industrie, ils sont quand même assez en avance, il faut le dire, et depuis longtemps. Ensuite, j'ai commencé à être invité par les festivals écolo, bio, où là, parfois, j'avais des échanges assez contradictoires, parce que le tourisme, c'est quand même bien. Puis il y a le tourisme équitable, il y a le tourisme durable qui permet d'avoir une pratique vertueuse. Ça, on peut en discuter. Ouais. Et depuis le début d'année 2019, les milieux institutionnels m'invitent. J'ai été invité par le syndicat des entreprises du voyage, par un think tank de tourisme qui s'appelle, je ne me rappelle plus, Tourisme et Technologie. Là, il y a une fédération des offices du tourisme qui aimerait m'écouter. Donc, le consensus est en train de se fissurer. Et en plus, je ne rencontre pas d'opposition, ça m'interpelle aussi, d'opposition frontale brute de la part des professionnels du tourisme qui, sur les constats, commencent à se poser des questions quand même si du point de vue des solutions, ils disent de toute façon le mouvement est lancé, et nous on ne peut que l'accompagner, et intervient régulièrement comme solution, de mon point de vue une fausse solution, on en parlera peut-être aussi, le problème de la compensation, c'est-à-dire que j'achète un billet d'avion, puis je paye un peu plus cher et je vais planter des arbres. Sauf que ces arbres, c'est quels arbres? Comment est-ce qu'on les plante? Comment est-ce qu'on achète ou on trouve les terres sur lesquelles on replante ces arbres? Tout ça mériterait d'être investigué, parce que si on plante des arbres à la queue leu-leu, en file indienne, des mono-espèces sur des territoires vastes, ok, en termes quantitatifs, peut-être qu'ils vont absorber des gaz du CO2, mais en termes de recréation d'écosystèmes, c'est rien du tout, quoi. C'est-à-dire qu'on dévaste des écosystèmes pour planter des arbres, enfin pour créer des infrastructures touristiques, et en contrepartie, on va planter des arbres dont on ne sait pas trop comment, et ça ne veut pas dire qu'on recrée des écosystèmes. Oui, parce que c'est des arbres qui peuvent pomper les sols voilà. en eau et créer des systèmes très très fragiles par rapport aux incendies. Enfin, en tout cas, il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi que on l'a vu sous les sapinières de Douglas dans le Massif central. Il n'y a rien qui pousse dessous, hein, parce que c'est planté, c'est complètement uniforme. On n'est plus du tout dans de la biodiversité. Et puis aussi ces forêts qu'on plante, est-ce qu'il n'y a pas l'arrière-pensée de dire que dans 30 ans ça deviendra des forêts qu'on va pouvoir à nouveau exploiter de manière industrielle, et donc on remet 100 balles dans le bourrin et c'est reparti, quoi. Donc tout ça mérite vraiment d'être réfléchi. Tout à l'heure, vous commenciez à esquisser quelque chose qui est très important dans votre ouvrage, qui est la distinction fondamentale entre tourisme et voyage, tout en se posant les questions de la possibilité aujourd'hui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, de continuer le voyage comme il a pu exister à un certain moment.
Est-ce que on peut garder cette distinction fondamentale en tête, mais en disant que vous nous disiez ce qui, pour vous, constitue la matière de ce désastre touristique, c'est-à-dire en listant, selon votre hiérarchie de conséquences, les effets désastreux du tourisme. Et puis on viendra après peut-être à la réparation ou à la question de la sortie, de la sortie positive, si elle est possible. Alors, le désastre touristique, pour moi, il est systémique. Quand je parle d'antitourisme, je vais le dire tout de suite parce que je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté, je ne parle pas d'antitouristes. Aujourd'hui, on est tous des touristes potentiels. Dès lors par exemple, moi, je viens ici ce soir, je viens de Grenoble, j'arrive à Lille. Ce soir, on va aller peut-être manger au restaurant. Demain, je vais rester dans les parages, je vais peut-être aller visiter. Pour la définition officielle du tourisme, là, je suis un touriste. Même si initialement, je suis venu pour vous parler ce soir, quoi. Sauf que la SNCF peut vous passer un questionnaire dans le train en vous demandant est-ce que vous êtes dans un déplacement de travail ou un déplacement privé ou de loisirs. Mais il y a aussi des forums, des congrès sur le tourisme d'affaires. C'est-à-dire que comment capter l'argent des gens qui viennent pour des congrès, pour des réunions professionnelles, comment leur proposer des choses en dehors de ce temps de travail pour qu'ils puissent, entre guillemets, dépenser de l'argent. Parce que le problème, c'est que la définition du tourisme, qui officiellement c'est le voyage d'agrément avec 1, 2 ou 3 nuitées passées hors du domicile, elle est tellement vague qu'elle a tendance à faire du tourisme une espèce de pratique universelle qu'on pratiquerait tous. Et du coup, on ne peut plus la critiquer parce qu'en fait, on est tous dedans. Donc ça devient très compliqué et ça permet d'universaliser, de naturaliser une pratique qui en fait a un début, bénéficie des conditions qui la rendent possible. Parmi ces conditions, donc, il y a l'usage des technologies. Et là, on aborde la question des problématiques environnementales. Aujourd'hui, le développement du tourisme repose sur l'usage de l'avion pour partir de plus en plus souvent vers des destinations de plus en plus lointaines, pour des trajets de plus en plus courts. Tout ça repose sur l'usage de l'avion. Qui dit tourisme dit infrastructure d'accueil touristique. Donc c'est création d'aéroports, c'est création d'hôtels, c'est tout le bétonnage des côtes qu'on connaît en France. Alors en France, on est bien placé pour en parler, on est première destination touristique mondiale. Sachant qu'après, il faut distinguer les gens qui traversent notre pays pour aller ailleurs. En Espagne, par exemple, des gens qui viennent en France vraiment pour aller en France, mais peu importe. Donc transformation de l'espace, artificialisation des territoires, création d'infrastructures. C'est aussi que les lieux touristiques deviennent non plus des lieux où on va, en tant que touriste, rencontrer, se mélanger à la population. Donc là, on va parler de la question du surtourisme, parce que dans ces lieux-là, la vie des habitants devient impossible. Pour différentes raisons, montée du prix des loyers, embouteillage monstre en saison haute, il n'y a plus de logements disponibles quand on cherche un logement pour travailler, il n'y a plus de logements disponibles parce qu'il est plus rentable de les louer à des touristes. Donc tous ces phénomènes-là tendent à spécialiser des territoires entiers, des lieux entiers, des quartiers entiers de certaines villes à des fins touristiques, avec une économie qui est centrée sur le visiteur, qui lui vend des babioles qu'on va retrouver dans tous les lieux touristiques, et avec une saisonnalité forte qui fait que finalement il y a des lieux qui sont morts l'hiver et en basse saison, et qui l'été deviennent des galeries commerciales à ciel ouvert. Donc en fait on a une vie qui s'artificialise complètement sur des territoires qui deviennent de plus en plus artificiels. Alors aujourd'hui il y a une mode autour du surtourisme, c'est devenu un concept dont on parle beaucoup, mais c'est pas un phénomène récent. Moi, le site dont je vous parlais tout à l'heure, en Chartreuse, c'était déjà du surtourisme. C'était déjà des problèmes liés à la surfréquentation d'un site. Par contre, ce qui est récent aujourd'hui, c'est qu'il y a un espèce d'antitourisme de masse, c'est-à-dire qu'il y a du tourisme de masse et il y a des manifestations nombreuses, visibles, qui font du bruit, qui se manifestent à l'encontre de ces flux touristiques-là. Autre chose, il y a aussi des
dans le cadre de la lutte contre les grands projets inutiles, hein, Notre-Dame-des-Landes. Alors moi, j'habite en Isère, donc il y a quelque chose qui est assez prégnant, c'est la lutte contre un Center Parcs qui a essayé de s'implanter dans la forêt des Champs-Barans. Pour l'instant, il n'y est pas arrivé parce que la justice donne raison aux opposants. Mais là, on est typiquement... La forêt des Champs-Barans, c'est une forêt en zone rurale qui est vaste. J'ai pas la superficie en tête, où les gens vont chasser, ramasser des champignons, randonner, dans laquelle on veut implanter une bulle chauffée à 30 degrés toute l'année avec une végétation tropicale, de manière à rendre le territoire attractif et que les gens viennent de loin se divertir dans ce lieu-là, en payant évidemment. Donc dans le cas de redonner de la vitalité à ce territoire-là. Donc on a d'une part un territoire qui existe et qu'on veut remplacer par une espèce de logique de substitution, par une espèce de paradis artificiel, paradis entre guillemets. Donc tout ça pose question. C'est-à-dire que, et quand on parle de grands projets inutiles, c'est souvent lié à, quelque part, ça rejoint la question du touristique. Notre-Dame-des-Landes, c'est un aéroport. Quelque part, on veut faire venir des gens, mais c'est aussi, ça a partie liée avec le tourisme. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus touristifier la réalité en rond. C'est-à-dire que quand un projet commence à émerger, la question de sa contestation se pose. Donc ça, ce sont à mon avis des fissures assez fortes, des coins qui sont enfoncés dans le consensus touristique, qui moi me paraissent, comment dirais-je, intéressantes. Enfin, en tout cas, ça. Mais on a passé un tournant, je pense, il y a 2 ans, quoi. À ce propos, donc, moi j'observe à Porto que le graffiti qui est le plus présent sur les murs de Porto, c'est plus d'hôtels. On veut plus d'hôtels. Donc vous avez des rues entières qui sont devenues des rues d'hôtels. Donc petits hôtels, Airbnb, alors il y a des villes dans lesquelles la résistance n'est pas seulement sur les murs. À Porto, ils font aussi des immenses portraits caricaturaux de touristes qui font 8 mètres de haut sur le mur, avec des grands shorts, des grands chapeaux. Enfin, il y a une espèce de caricature du touriste. Donc, c'est les graffitis, plus d'hôtels, et ces caricatures, c'est d'une certaine façon le signe d'une colère qui ne trouve pas son mode d'expression en manifestation concrète. Il faut dire que ces 2 villes, parce que je les cite parce qu'elles sont prises dans le mouvement récent, celui d'accélération dont vous parlez, c'est l'augmentation des loyers, c'est l'augmentation du mètre carré, c'est la classe moyenne qui ne peut plus habiter le centre. C'est même pas simplement les pauvres et les vieux qui étaient restés dans le centre. C'est une révolution totale. C'est une révolution des prix dans les restaurants. C'est une révolution complète. Alors, est-ce que vous pourriez documenter des résistances? Alors, on connaît le mouvement des habitants de Venise contre l'entrée des grands bateaux de croisière dans Venise. Est-ce que hors les résistances sur les parcs de divertissement, mais à l'intérieur des villes, est-ce qu'on peut documenter le facteur de résistance qui justifierait que les professions du tourisme commencent à s'intéresser à ce que vous dites? En tout cas, la logique quantitative, parce que souvent on me demande, mais est-ce qu'il y a un ratio à ne pas dépasser? Alors honnêtement, un ratio, c'est-à-dire vous avez un territoire, telle superficie, est-ce qu'au-delà d'un certain nombre de visiteurs, il y a un phénomène d'irritation de la population qui se manifeste? Moi, à titre personnel, ça, j'en sais rien. Je pense que ça dépend de... Ils cherchent un seuil de tolérance. Oui, voilà, un seuil de tolérance. En fait, il y a aussi beaucoup de qualitatif, c'est-à-dire ça tout dépend aussi du comportement des touristes qui arrivent dans ces lieux-là. Si les touristes arrivent dans le centre de Barcelone en voulant faire la fête, qui se couchent à 4h du matin en étant sous dans les rues, en braillant, en faisant du balconing et en empêchant toute la population de vivre normalement, là le seuil de tolérance sera beaucoup plus vite atteint que ces mêmes personnes qui vont avoir d'autres pratiques beaucoup plus, on va dire, silencieuses. Et donc c'est aussi le comportement touristique qu'il faudrait arriver à analyser avec finesse, et je ne suis pas sûr que ça a été fait,
pour montrer qu'il y a une corrélation, c'est une hypothèse, entre un type de tourisme et peut-être un phénomène d'irritabilité de la population. Ça, à mon avis, ça reste à faire. C'est-à-dire que au-delà de... Alors, pour le lieu que je connais le mieux, c'est cette forêt des Champs-Barans. Il y a une double contestation. Il y a une contestation associative, d'associations environnementales locales, qui ont porté la confrontation sur le terrain juridique. Et elle a été doublée par une contestation beaucoup plus active, au sens beaucoup plus opérationnel, par des zadistes qui ont occupé le lieu et qui ont empêché de commencer notamment la coupe de la forêt qui était sur place. Donc en fait, d'un côté une action légale et de l'autre côté une action illégale. C'est cet assemblage, cette conjugaison de deux types de résistance qui ont fait, qui ont rendu, à mon avis, le combat efficace, quoi. Alors après, chacun est juge de ce qui. En tout cas, il est clair que les travaux allaient commencer, notamment les travaux de défrichage allaient commencer. Ils n'ont pas pu aller beaucoup plus loin parce que des gens s'y sont opposés, se sont attachés aux arbres, enfin bref. Et le site a été occupé, quoi. Ça aussi, c'est une crainte des élus locaux, c'est une crainte des professionnels que de voir cette radicalité-là à l'œuvre. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais l'antitourisme n'est pas antitouriste. Parce qu'il y a aussi un graffiti qui émerge, c'est Tourist Go Home. Oui. Et ça, c'est important de le signaler parce que l'antitourisme n'est pas une nouvelle forme de xénophobie. Oui, c'est-à-dire que les choses soient claires. Je dis ça parce qu'on est vraiment... on est le touriste de l'autre. On est toujours le touriste de l'autre. Je voudrais vous lire... C'est vraiment un système touristique qu'il faut analyser et qu'il faut critiquer, quoi. Je vous lis à ce sujet, puis vous pouvez peut-être réagir. Le touriste, cet autre soi-même que le voyageur voudrait un moment oublier. Alors ça, on revient sur touriste et voyageur. Ce touriste, donc, devant lui, où qu'il aille, signifie la ruine de son voyage, l'anéantissement de sa découverte. Dans ce face-à-face avec cet alter ego envahissant et dénié, le touriste retrouve les signes du même. Contradictoire avec l'altérité recherchée. C'est comme si ce touriste défigurait l'exotisme des lieux qu'il est venu de si loin rencontrer. Alors tout est bon pour éloigner cet anti-héros du voyage de son univers subjectif, le fuir en visitant des lieux que les touristes n'ont pas encore envahis, le mépriser, prétendre ne rien avoir de commun avec lui, ne plus voyager et prôner les vertus parfois douteuses du chez-soi, du territoire, par tous les moyens sans distinguer, en imaginant des itinéraires insolites, en adoptant des moyens de locomotion peu courants, en multipliant les prises de risques, en publiant son récit. Et alors, pourquoi ne pas rouler des mécaniques du côté des, entre guillemets, nouveaux aventuriers et autres, entre guillemets, écrivains voyageurs? Autre solution, ça c'est un petit clin d'œil que vous envoyez à vous-même, devenir un spécialiste des questions touristiques et endosser les habits du savant objectif qui ne saurait être du troupeau. Bon, donc on voit bien que les précautions que vous prenez pour ne pas être anti-touriste et pour dire que voilà, même ceux qui prétendent afficher une différence sont dans une espèce de vacuité de démarche. C'est la question du tourisme et du voyage. Elle est très délicate, cette question. Moi, je considère, alors pour le coup, à titre philosophique, que l'expérience de sortir de ces références ordinaires, de sa quotidienneté, a une charge philosophique importante, qui est essentielle dans l'acte de connaissance. Pour moi, connaître, c'est sortir de ce qu'on sait déjà pour aller explorer. C'est une démarche d'exploration, une démarche de connaissance. Et il y a dans le voyage
la recherche de ce genre d'expérience qu'on peut qualifier d'initiatique, c'est-à-dire qu'il y a une transformation qui opère entre la découverte, le fait de cheminer en dehors de ses repères et une espèce de transformation intime. Il y a une poétique du voyage, de la route qui existe et qui est de nature à transformer, je pense, une existence, un regard sur le réel. Et ça, je pense que c'est ce qui est à sauver, ce qui est à cultiver, ce qui est à réfléchir, ce qui est à travailler dans l'expérience géographique, quoi. Le problème, aujourd'hui, c'est que cette expérience-là me semble de plus en plus difficile à vivre dans un monde trop organisé comme, de mon point de vue, l'est le nôtre. Parce que quand vous partez, pour l'autre, vous êtes forcément un touriste. Ou alors vous avez une profession qui vous fait voyager. Et qui dit tourisme dit relations économiques, dit fléchage vers des sites payants. Moi, j'ai rencontré, là, lors de mes investigations en France, quelqu'un qui avait fait un tour de France, j'en parle dans le manuel de l'antitourisme, avec des ânes, des mulets. Il montait sur un mulet, il avait un mulet de bas. Et il a fait un tour de France comme ça dans les années 80. Il en avait gardé une expérience inoubliable. Ça a duré plusieurs mois. Il dormait là où il pouvait. Les gens, parfois, lui offraient l'hospitalité. Surtout qu'il avait des animaux, donc ça attirait là, une forme de sympathie. Et les paysans disaient, bah, tiens, t'as installé là, ton cheval, tu le feras boire là. Ton mulet, tu le feras boire là. Et donc, complètement habité par cette expérience exceptionnelle, il a voulu le refaire 15 ans plus tard. Et là, il n'a pas tenu aussi longtemps, parce que c'était quelqu'un qui vivait de très peu, qui n'avait pas de gros moyens financiers, et en fait, il est tombé dans des logiques marchandes, c'est-à-dire que les gens lui offraient plus l'hospitalité. Les gens lui disaient, bah, là-bas, tu as un gîte, ils acceptent les chevaux, donc à chaque fois, il fallait qu'il paye. Et il a rebroussé chemin au bout d'un moment en disant, c'est plus du tout la même nature d'expérience, quoi. Et c'est un cas, ça se passe en France aujourd'hui. C'est ça, en fait, la problématique du tourisme. C'est qu'en fait, il y a une prestation de service qui est en train de remplacer de manière totale une expérience qui, au départ, était singulière, un engagement existentiel fort, et qui devient de plus en plus complexe. C'est-à-dire que plus le monde s'organise touristiquement, plus cette part du voyage devient difficile à obtenir. Donc on me dit, ouais, mais vous êtes un élitiste, en fait, ce que vous voulez. Mais c'est pas le problème d'être élitiste, parce que déjà tout le monde ne voyage pas, parce que tout le monde n'a pas les moyens de voyager. Ensuite, cette expérience-là, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. À la limite, quelqu'un qui, on peut vivre ce genre d'expérience, sans forcément aller très loin, et avec très peu de moyens. Peut-être même que moins on a de moyens, plus elle est facile à vivre. Parce qu'on se met vraiment dans l'inconfort, on sort vraiment de sa zone de ses repères, et finalement, on fait l'expérience d'un autre type de réalité. Donc, c'est pas du tout une question d'élitisme, c'est une question est-ce que les interstices vacants qui permettent de vivre un peu, de reconquérir cette forme de liberté géographique et culturelle existent encore, et est-ce qu'on n'est pas en train de mettre à mal, parfois avec des intentions entre guillemets généreuses, ce type d'expérience, c'est-à-dire que est-ce que l'aventure est encore possible finalement, sans être obligé d'aller faire des excentricités, je sais pas moi, franchir le Cap Horn en planche à voile, ou bon, quand je parlais tout à l'heure des conditions de voyage au 19e siècle, où on s'exposait à ce qui advient, c'est-à-dire que traverser la France en calèche, c'était une aventure. Et d'ailleurs, on n'avait pas besoin d'aller s'inventer des trucs, quoi. C'est-à-dire que la notion d'aventure et la notion de voyage, c'est fondé sur ça doit, à mon avis, ça doit être rare. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne fait pas dès qu'on a un petit peu de temps libre devant soi. C'est quelque chose de rare, c'est quelque chose qui suppose un engagement important, de la subjectivité individuelle, et quelque chose qui n'est pas forcément réservé non plus au grand nombre. C'est-à-dire qu'avant, ceux qui voyageaient, c'était qui? C'était des marins, c'était des commerçants, c'était des militaires.
C'était des religieux, c'était des vagabonds, et des gens qui soit n'avaient pas le choix, soit qui étaient engagés, entre guillemets, avec une certaine forme de passion dans le fait que c'était un mode de vie. Quand Nicolas Bouvier part, il ne sait pas quand il va revenir, ça dure des années. Oui, pardon. Oui, parce que Nicolas Bouvier est un écrivain, un écrivain voyageur qui a connu une notoriété importante dans les années 80-90, qui est quelqu'un qui est parti dans les années 60 avec une petite voiture et qui a écrit en direction de l'Orient, qui a traversé la Serbie, le Monténégro, tous ces pays-là, jusqu'en Inde. Il a écrit un livre magnifique. Il a écrit plusieurs livres magnifiques, mais un qui l'a rendu, qui a fait de lui une espèce d'icône qui s'appelle L'usage du monde. Moi, je recommande aussi Le Poisson Scorpion, parce que là, c'est un voyage immobile. Ça se passe à Ceylan, où il bouge plus, il est tanké dans une auberge, dans une petite chambre. Et là, c'est le voyage l'aventure qui devient une mésaventure, justement. Et là, on voit qu'il n'y a rien de très confortable dans le fait de se déplacer, justement. Pourquoi je parle de Nicolas Bouvier ? Oui, c'était un engagement fort, c'est un engagement existentiel fort. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui part sans trop savoir ce qu'il va trouver. Pareil pour Alexandra David-Néel. Et ces gens-là ne se doutaient pas qu'ils allaient finalement contribuer, sans le vouloir, à faire monter des destinations dans l'imaginaire. Ça, très bien. Mais qu'est-ce qu'on en a fait, quoi ? C'est-à-dire que en organisant les voyages vers ces destinations-là, est-ce qu'on n'a pas contribué à démythifier le voyage et à le rendre de plus en plus difficile ? Alors, puisqu'on est dans ces esquisses de sortie ou ce questionnement sur la sortie, donc vous dites que penser cette sortie, c'est lié au fait de penser la différence entre la destination et le chemin. Donc ça, c'est un point déjà que je vous soumets. Par ailleurs, il y a la question qu'on a effleurée tout à l'heure, mais gardée pour plutôt maintenant, qui est la question du tourisme dit responsable, dit éthique, dit durable, etc. Donc ça, il faut qu'on en parle. Et puis finalement, la question de votre conviction personnelle sur le point de savoir s'il y a véritablement une issue qui fasse que du coup le manuel a servi comme manuel. La première question, c'était sur chemin et destination. Oui. Parce que si vous regardez la vitrine d'une agence de voyage, c'est destination Baléares ou destination Thaïlande. C'est pas le chemin. Pour faire bouger les représentations qu'on a du voyage et de l'itinérance, c'est vrai que quand on achète un forfait pour aller en Tunisie, le trajet pour y aller se doit d'être le plus insipide, indolore, court possible. Et l'espèce de parenthèse du voyage en avion est largement emblématique de ça, c'est-à-dire qu'un voyage en avion, les aéroports se ressemblent à peu près tous, les procédures d'accès à l'avion sont quasiment identiques où qu'on soit, le trajet se doit d'être le plus aseptisé possible et tout commence une fois qu'on est sur place. Alors que finalement, le voyage commence sur le pas de sa porte. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être... ça serait sans doute plus facile de voyager si on commençait à voyager dès qu'on a fermé la porte de son domicile et qu'on se rende vers les lieux qui nous font rêver, qu'on s'y rende et qu'on intègre ce déplacement dans le voyage lui-même. C'est-à-dire partir... à pied de chez soi. Mountain Wilderness, une association qui défend la montagne, avait réfléchi sur cette thématique-là, parce que c'est vrai que quand on habite en ville, alors moi je suis grenoblois, donc je vais vous parler de... Et quand on est grenoblois et qu'on se dit on en a marre de la ville, de la pollution, tout ça, qu'on prend sa bagnole, qu'on roule 2 heures pour aller faire de la montagne, quand même quelque chose d'un peu incohérent dans cette pratique-là. Parce que quand on prend sa voiture, on contribue à faire des bouchons, à polluer et tout ça. Pour aller respirer un air pur,
qui est, à force que les gens prennent leur voiture pour aller respirer de l'air pur, l'air est de moins en moins pur et il faut toujours aller de plus en plus loin. Donc cette espèce de cercle vicieux. On sait que Chamonix est une des villes les plus polluées de France. Donc ça devient très compliqué. Donc l'idée de dire, eh ben, si on partait peut-être à pied de son domicile pour aller voir la verdure, sans doute on aurait besoin d'aller moins loin. Alors on serait peut-être moins dans le vert, mais on aurait peut-être moins besoin d'y aller parce qu'on intégrerait dans notre vie quotidienne plus de cet effort qui nous manque tant, quoi. Vous parlez d'ailleurs dans le livre du fait que l'altérité, puisque le voyage, aller rencontrer l'autre, aller voir un autre paysage, l'altérité, elle est tout près, elle est tout proche. De ce point de vue-là, si vous voulez, il y a un livre qui m'avait marqué, c'était le livre de Patrick Declercq qui s'appelle Les Naufragés, C'est un ethnologue qui s'est immergé dans l'existence des clochards de Paris au XXe siècle, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, mais lisez ce livre. Alors là, on n'est pas dans le tourisme, c'est pas le club Méditerranée, mais c'est une altérité largement aussi forte que la visite d'une contrée éloignée où personne n'aurait jamais posé le pied, quoi. Parce que, alors par contre, c'est engagé, quoi. Il faut avoir envie. Mais en tout cas, si on cherche à vivre des expériences hors normes, on n'a pas besoin vraiment d'aller loin, effectivement. Sauf que dans le fait d'aller loin, il y a toute une esthétique, il y a tout un marketing qui fait monter des destinations et qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec la découverte. Alors, chercher le chemin plutôt que la destination. Alors, le tourisme responsable. Alors, le tourisme dit responsable. Là encore, si on analyse le secteur touristique, pour moi, le tourisme responsable est un segment qui s'est ajouté à l'offre de prestations du tourisme, du secteur touristique. Si aujourd'hui, tous ceux qui pratiquent le tourisme se mettent à faire du tourisme responsable, aussi nombreux, ce tourisme-là ne restera pas responsable bien longtemps, parce que les flux seront tels que de toute manière, on n'y arrivera pas. Or, le tourisme responsable aujourd'hui, c'est toute petite part du secteur touristique qui n'a pas du tout vocation à se substituer aux pratiques touristiques et à les remplacer. Et s'il y arrivait, ça ne serait plus du tout du tourisme responsable. C'est-à-dire que, en plus, où est la part de responsabilité dans l'idée d'acheter un billet d'avion pour aller dans un village communautaire au Sénégal pendant 15 jours et puis de revenir? Il est responsable, oui, parce qu'une partie de votre forfait va contribuer à développer des projets locaux. Bon, ok. Mais néanmoins, en termes de voyage en avion, vous avez pris l'avion pour quelque chose, et cet avion-là pollue comme les autres. Moi, je continue de dire aussi quelque chose qui ne fait pas l'unanimité, que l'économie touristique n'est absolument pas une économie solide. Elle est solide aujourd'hui parce qu'elle est en croissance, on sait qu'il va y avoir de plus en plus de tourisme. Mais si on réfléchit bien, c'est une économie qui dépend de flux extérieurs au territoire. Il y a un très bon exemple, je le cite parce que vous évoquez cette question de la réaction des touristes au terrorisme. Le Portugal aujourd'hui, avec son boom touristique, il reçoit les touristes qui n'ont plus voulu, après les attentats de 2015, par crainte du monde arabe et maghrébin, aller au Maroc, aller en Tunisie, aller en Égypte et aller en Turquie. Donc là, c'est très clair. Si vous regardez, là, il y a ce matin dans Libération 5 pages ou 6 pages d'un dossier sur le fait que le monde est en train de s'emmurer. Et le grand paradoxe, c'est qu'au moment où on commémore la chute du mur de Berlin, on construit des murs partout. Et il y a une carte, la frontière de l'espace Schengen, qui cartographie les réfugiés, les exilés, j'aime pas le mot migrants, mais décédés depuis 2014. Voilà, c'est le rouge, les morts. C'est la Méditerranée. Et dans votre livre, vous dites que la Méditerranée est la première région touristique mondiale. Voilà. Donc, d'ailleurs,
on connaît les paradoxes pour les touristes aujourd'hui. C'est-à-dire les touristes de Tunisie qui ont vu arriver les corps sur la plage de réfugiés qui avaient fait naufrage. Donc, donc l'économie touristique, fragile, potentiellement fragile. C'est-à-dire que c'est une économie qui dépend de flux extérieurs au territoire, qui, lorsqu'elle se développe, prend de l'ampleur, a très vite met très vite tous les autres pans du secteur de l'activité sous sa dépendance. Il y a un exemple qui moi m'a marqué parce que dans ma vie j'ai été accompagnateur de voyages dits d'aventure dans le tourisme, dans le Sahara libyen. Pourquoi le Sahara libyen? Donc c'était il y a longtemps. Parce qu'aujourd'hui vous faites pas de tourisme, ou alors vivez vraiment des aventures en Libye, mais à vos risques et périls. Pourquoi? Parce que quand l'Algérie où le tourisme saharien s'était développé, devenu infréquentable pour des raisons de sécurité liées à Al-Qaïda ou aux ancêtres d'Al-Qaïda, les tour opérateurs sont allés en Libye. Et puis en Libye, c'est devenu plus possible. Et il y a une population qui s'était nomade, les Touaregs, qui s'était largement convertie à l'économie touristique pour différentes raisons, qui se sont retrouvés tout d'un coup le couteau sous la gorge parce qu'il n'y avait plus rien. Donc les pratiques traditionnelles d'élevage étaient précaires, mais elles étaient devenues encore plus parce qu'ils avaient trouvé mieux, plus rentable en faisant du tourisme, soit comme chamelier, soit comme guide, soit comme chauffeur de 4x4. Et quand tout ça s'est tari, ça a été très compliqué. Au printemps, j'ai été en Corse, de tenir ce discours-là. Je me suis dit, oh là là, en Corse, les gens dans la salle, qui étaient des gens dont certains vivaient de l'économie touristique, allaient plutôt dans mon sens, c'est-à-dire qu'ils se rendent bien compte qu'il y a une très petite minorité de la population qui s'enrichit largement avec ça, parce qu'elle a le capital financier pour investir, créer des hôtels, machin. Les autres travaillent pour elle, mais que beaucoup vivotent grâce au tourisme. C'est-à-dire qu'on dit que ça crée des emplois, oui, mais ce sont souvent des emplois précaires. Il y a beaucoup de travail informel. C'est une économie qui n'est pas si vertueuse et solide qu'on veut le dire. Et tout miser sur une économie touristique, d'un point de vue stratégique, je trouve ça extrêmement dangereux. Ensuite, c'est une économie qui quand même dépend d'usage de ressources, donc du pétrole bon marché. Moi, je suis pas un collapsologue fervent, mais si on prête un peu l'oreille à ce qui est en train de se dire, la première économie qui tombera si un jour la question des ressources devient vraiment problématique, et on commence à sentir que ça va le devenir, le tourisme sera une des premières, quoi. Donc ça c'est la question. Oui, donc on était. Oui, non, mais tout ça se construit. Il y a beaucoup de facettes à ce sujet. Mais donc tourisme responsable, tourisme éthique. Il y a un point sur lequel je voudrais qu'on passe quand même un peu de temps. C'est dans ces paradoxes-là, c'est la question des parcs naturels. Donc il y a une logique de protection de la nature. Vous l'avez un petit peu évoqué en évoquant la dimension biographique. Vous allez sur des sites touristiques majeurs, Pointe du Raz, site des Deux Caps, et vous voyez Conservatoire du Littoral. Ici, la nature reprend ses droits. Regardez bien le pavage des caps en question. Vous allez souvent retrouver le même pavage dans la station balnéaire à côté. C'est la même entreprise qui a organisé l'urbanisme des parkings, l'urbanisme des chemins. Donc la nature reprend ses droits, et le conservatoire du littoral, finalement, produit un effet d'attractivité encore supplémentaire. C'est ce que vous avez suggéré tout à l'heure. Donc les parcs naturels. Je vais vraiment passer pour un mauvais coucheur, mais je suis avec vous là, je vous suis. Les parcs naturels sont un formidable outil de marketing territorial. Et c'est vrai que où qu'on soit, même je dirais dans le monde, c'est-à-dire que la notion de parc naturel, avec cette signalétique, ce type d'aménagement de l'espace qu'on retrouve à peu près partout. Alors moi, il s'est avéré aussi que je suis un désenchanté, moi, vraiment, de l'industrie touristique, vous l'avez déjà noté. Mais il m'est arrivé de travailler
pour un parc naturel régional. Et là, je me suis aperçu de la manière dont étaient créés les sentiers de randonnée. Mais rien n'est laissé au hasard. C'est-à-dire que là où vous pouvez avoir l'idée d'être en montagne, de vivre une expérience de liberté, de cheminement et tout ça, en fait, tout ça, tout ce maillage de sentiers est organisé très finement pour gérer les flux, vous emmener là où on a envie que vous alliez sans aller marcher au milieu des zones de nidification des oiseaux, ce qui est une bonne chose d'une certaine manière. Mais en même temps, ça veut dire qu'on est sur des choses extrêmement fléchées et que l'expérience de la liberté est une liberté tout à fait particulière. Pourquoi ? Parce qu'on est très nombreux à vouloir y aller. Parce que quand une région devient parc naturel régional, d'ailleurs en France il y en a énormément, parce qu'il y a une espèce de concurrence entre les territoires il faut qu'on ait notre territoire labellisé. Donc il y a une surenchère, il y a une attractivité des territoires qui est travaillée grâce à ce type de parc et qui fait que les gens y vont. Et toute l'ambiguïté, elle est sur la conjugaison entre à la fois protection de l'environnement et attractivité touristique. Si on veut protéger l'environnement, il ne faut pas attirer les gens nombreux dessus. Alors moi, je plaide pour une décroissance. Alors je suis entendu par personne, mais je plaide pour une décroissance touristique et pour un moratoire sur les aménagements. Alors je parle de désaménagement du monde. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'aménager le réel si on veut aller vers une économie de transition. Donc il y a un exemple d'incohérence touristique dans la région Rhône-Alpes. Il y a un manifeste pour un touriste bienveillant qui a été pensé, on va dire ça comme ça, par le conseil régional. Donc l'objectif affiché, c'est écrit quasiment comme ça, je ne caricature pas. Entrer dans le top 5 des destinations touristiques dans les 5 ans. Tout en sortant de la recherche du profit, de l'économie de croissance qui n'est pas compatible avec un monde durable et tout ça. Moi, je ne comprends pas comment c'est possible. Je ne comprends pas comment c'est possible. Et je ne comprends même pas comment on puisse écrire des choses pareilles, quoi. Mais bon, ça passe. Hein, Pourquoi ? Parce que c'est tellement consensuel que ça fait plaisir à tout le monde. Si vous êtes un protecteur de l'environnement, tu dis oui, un tourisme bienveillant, c'est bien. Et si vous êtes un affairiste, un tourisme bienveillant, c'est bien parce qu'on va pouvoir continuer à faire de l'argent et en plus on protégera. Mais dans les faits, ça ne tient pas vraiment, quoi. Je ne sais pas combien de temps on va disposer, puisqu'on a commencé un petit peu en retard, on était sur 18h, 20h, je ne sais pas. C'est parce que je me soucie à un moment donné de donner la parole aux auditeurs. Alors une question qui arrive aussi souvent, c'est quelle solution vous avez ? Oui. Alors, pas de solution. S'évader du tourisme, point d'interrogation, c'est le titre de votre dernier chapitre. Hein. Donc alors... une hypothèse avant qu'on donne la parole aux questions des auditeurs. Moi, en fait, je considère que le tourisme, le secteur touristique condense tous les enjeux qui sont aujourd'hui les enjeux des sociétés capitalistes avancées comme les nôtres, quoi. C'est-à-dire que je pense même que le secteur touristique est un laboratoire de ce qu'on appelle l'anthropocène. Je ne sais pas si ça parle à des gens, l'anthropocène. L'anthropocène, c'est ce monde dans lequel on serait entré, qui fait de l'action humaine un élément de transformation de la planète, du cosmos tout entier. C'est-à-dire que notre action transforme l'ensemble du cosmos dans lequel on habite. Donc ça veut dire quoi ? Il y a une vision catastrophique de l'anthropocène, notamment avec le réchauffement climatique. C'est-à-dire que l'action humaine va provoquer des conséquences qui sont aujourd'hui imprévisibles et on n'aura pas d'autre choix de s'y adapter. Et puis tu as une version plus optimiste d'Anthropocène qui est de dire l'Anthropocène, on va mobiliser toutes les ressources de la science et on va pouvoir, grâce à l'action humaine, régler tous les problèmes qu'on est en train de poser. Et ben, je pense que dans cette fascination des lieux touristiques, il y a une espèce d'utopie anthropocène qui est en train de se mettre en place où on fait des lieux,
on produit des lieux artificiels dans laquelle la vie, la vraie vie paraît possible, hein, la vie de touristes, dans des décors un peu somptueux, et que c'est une forme, dans l'imaginaire collectif, c'est une forme de fantasme de ce que la vie pourrait être, et de cette vie complètement artificielle que certains nous promettent, quoi. Or, de mon point de vue, alors après, là, c'est plus un engagement peut-être philosophique et politique, je pense que ça, c'est une forme de cauchemar. Mais vers lequel on va peut-être aller. En tout cas, une partie de la population pourra peut-être aller, tandis qu'une grosse minorité, une grosse majorité qui n'aura pas les moyens de s'offrir ce genre de réalité-là, connaîtra encore plus de précarité, encore plus d'air pollué. Voilà. Donc, quelle solution? Alors, je termine sur une note assez sombre finalement. Mais quelle solution parce que souvent les professionnels du tourisme me disent mais quelle solution? Moi je dis décroissance touristique, voilà, et plus d'aménagement touristique. Donc ça c'est difficilement entendable. Néanmoins, je suis assez optimiste parce qu'il y a quelques années, cette discussion-là n'était pas très entendable non plus. Elle est devenue, donc peut-être que dans 5 ans, 10 ans, on commencera à réfléchir comme ça, peut-être. Et aller chercher l'altérité plus près de chez soi. Aussi, ouais. Mais il faut faire attention de ne pas trop individualiser les solutions. Oui. C'est comme quand on vous culpabilise pour préserver l'environnement et sauver la planète. Il faut couper l'eau quand on se lave les dents. D'accord. Mais ça suffira pas quand même. Parce que c'est systémique. Voilà, c'est systémique. Ouais. Bon, écoutez, peut-être on procède ainsi. Hein, on donne la parole à qui la veut. Voilà. Oh, il y a plusieurs questions. Donc, monsieur, madame. Il s'est fait court-circuiter. Bonsoir. Est-ce que vous avez pu noter des réactions du pouvoir public qui soient intelligentes par rapport à l'histoire du problème de l'hypertourisme? Voilà, c'est ma question. Alors, aujourd'hui, les pouvoirs publics et les pouvoirs privés sont plutôt dans une optique de développer le tourisme. Le tourisme, économie vertueuse, il faut développer le tourisme. Alors, dans les villes marquées par le surtourisme, on voit aujourd'hui arriver des logiques de quotas, de régulation en limitant les nombres, en rendant des lieux payants. Moi, ça me pose quand même... donc, c'est un problème de régulation a posteriori des flux, me pose quand même un problème, c'est que on rend l'espace public, finalement, accessible à ceux qui auront les moyens d'y aller, quoi. Moi, d'un point de vue éthique, ça me pose problème. Parce qu'on continue à développer une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire que plus les municipalités qui déclarent vouloir lutter contre les excès du tourisme vont devenir dépendantes de ces excès, puisque finalement, elles en tirent des ressources. Est-ce que là, on n'est pas encore dans une forme d'incohérence de plus, c'est-à-dire que finalement, on devient presque heureux d'un point de vue purement comptable d'avoir trop de touristes, puisqu'ils vont payer à chaque fois pour accéder au site, quoi. Donc, le problème que ça me pose, c'est financiarisation de l'espace public, d'accès à l'espace public, et deux, est-ce qu'on n'est pas en train de se raconter une histoire et on va devenir encore plus dépendant de l'économie touristique? Donc, des démarches intelligentes... pour l'instant, je vois pas trop. Mais j'ai pas non plus investigué tout le territoire en me disant il faut que je trouve une démarche intelligente, quoi. Je sais pas. Oui, bonjour. Ma question va être courte. Quelle est votre position par rapport aux politiques touristiques du Bhoutan? Est-ce que vous voyez ça comme une décroissance, puisque ça permet de limiter en fait le nombre chaque jour, ou plutôt élitiste, puisque vous savez qu'ils demandent $200 par jour? Donc, évidemment,
là, il y a un peu une équivoque. Bah, je pense qu'on est dans la même logique dont on vient de parler, c'est-à-dire, sauf que c'est à l'échelle d'une nation tout entière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que eux considèrent pas forcément le tourisme comme une industrie vertueuse en tout point, puisqu'ils s'en préservent. Par contre, ils veulent bien l'argent de ces touristes Donc, je pense que c'est pas non plus une solution forcément, enfin, qui me satisfait en tout point, quoi. Parce que ça, c'est encore régler un problème en donnant accès aux plus riches à ce territoire-là. Donc, on est sur une sélection par l'argent. Bonjour. J'ai vu cet été que le WWF avait lancé une campagne pour permettre sa localisation sur ses photos de vacances. Ah oui. Est-ce que vous avez un peu étudié le lien entre les réseaux sociaux et le tourisme de masse? Oui, parce que un phénomène se développe notamment sur Instagram, c'est que des sites, et parfois des sites naturels assez éloignés de tout, deviennent des espèces de fétiches touristiques qui font que des gens traversent la planète entière pour se faire photographier à un endroit bien précis. Et ce qui fait que, par exemple, dans certains parcs naturels américains, canadiens notamment, il y a des milliers de gens qui prennent les sentiers avec, pareil, obligation d'avoir des gardes qui font régner la loi sur les sentiers, parce qu'il faut que la personne, pour avoir les conditions de sa photo, il faut qu'elle soit toute seule dans un lieu qui paraît complètement sauvage, inviolé, éloigné de tout. Et il y a 300 personnes qui attendent sur le sentier pour faire la même photo, pour pouvoir la publier sur Instagram. Il y a un lieu en Norvège aussi, je crois que ça s'appelle la Langue de Troll. C'est une espèce de falaise avec une avancée rocheuse. Et là, il est de bon ton de se faire photographier sur ce lieu-là. Et pareil, des flux, des cohortes, des légions de touristes prennent l'avion, vont là-bas pour se faire photographier. Et c'est une espèce de mode, d'engouement qui est extrêmement dommageable. Donc oui, alors est-ce que ça marche par contre? Ouais, est-ce que les gens jouent le jeu? C'est-à-dire que l'idée est de se faire photographier sans communiquer le lieu où on se fait photographier. Sauf que ça va à l'encontre de toute une économie touristique qui est l'économie des influenceurs, c'est-à-dire des gens qui sont rémunérés pour faire monter des destinations, pour faire monter à des fins de marketing, et qui vont faire des stories grâce à des technologies mobiles qui les suivent de partout, où ils se mettent en scène, eux, sur des territoires, sur des lieux, de manière à être suivis et donc à faire marcher le business touristique. À Lille, le Palais des Beaux-Arts ouvre le Palais des Beaux-Arts de temps en temps, le soir, à une association d'influenceurs. Et donc tous les Instagrammistes viennent. Et voilà, donc ça fait marcher la machine. Oui, je crois que le constat que vous faites est indéniable, irréfutable, implacable. Alors moi, je souhaiterais que vous approfondissiez cette notion que vous avez évoquée, divertissement, plaisir. Je ne vous ai pas entendu, je crois, prononcer le mot besoin. Mais je vous ai entendu dans une autre conférence dire il faut aussi remettre en question le travail, parce qu'on vous entendez beaucoup de gens qui disent oh, j'en peux plus, je vais péter un plomb, je crois que c'est ce que vous exactement. je vais faire un burn-out, il faut que je parte en vacances. Alors, besoin, plaisir, c'est, de mon point de vue, la notion de plaisir, quelque chose qui traverse notre société dans tous les domaines. Alors, si vous parlez de l'hypertourisme, du surtourisme, enfin vous appelez ça comme vous voulez, si ça nous alerte autant,
c'est dangereux, parce que ça touche à l'écologie, on est en train de voir que ça défigure la planète, mais cette notion de plaisir, elle est partout. Aujourd'hui, on fête les anniversaires des enfants, on les emmène bon, je ne sais trop où. Tout ça, ça relève du même processus. Alors, comment faire passer un message? Bien sûr, les ouvriers vont moins de l'autre côté de la frontière, mais vous avez quand même dit 50% qui font du tourisme, c'est d'ouvriers, c'est-à-dire qui passent la frontière, c'est quand même pas négligeable. Comment faire comprendre à toute cette population, et la population française représente moins de 1%, que finalement, ça n'est pas un besoin qu'ils éprouvent, mais qu'ils veulent du plaisir. Et est-ce que finalement, ce plaisir, ils l'éprouvent? Parce que tout ça, c'est bien subjectif. Tout à fait. Oui, merci de me poser cette question, parce que quelque chose qu'il faut aussi rappeler, c'est que le tourisme est une industrie de la compensation. C'est-à-dire qu'on a dit, le salariat s'est développé, devenu une condition de l'homme moderne, du travailleur, c'est-à-dire qu'on est salarié, on a 5 semaines de congés payés, on part en vacances, et ce départ en vacances, c'est finalement ce qui nous contribue à nous faire tenir le coup tout le reste de l'année. Donc remettre en cause le tourisme, c'est en fait remettre en cause aussi, sans doute, la façon dont on travaille, la façon dont on vit ensemble, la façon dont on habite un territoire, et à se poser la question de quoi ce besoin touristique, et je mets besoin entre guillemets, est-il le symptôme? Parce qu'on peut se poser la question, c'est est-ce que nos vies quotidiennes sont devenues aussi invivables qu'on ait besoin, qu'on pense avoir besoin d'oublier le monde dans des lieux spécialement apprêtés pour cela. Et ça me fait aussi penser à une idée que je n'ai pas développée ce soir, c'est que les lieux touristiques, vous l'aurez noté, sont de plus en plus fermés. On parle des resorts, les hôtels tout inclus, vous trouvez tout. Vous mangez, vous dormez, vous faites garder vos enfants, vous allez à la plage, vous n'avez plus besoin de sortir. Et quand vous sortez, parfois on vous met un bracelet qui fait que vous reconnaissez les gens de votre groupe et vous êtes immédiatement identifié par les autochtones, entre guillemets, comme étant le touriste d'à côté, là. Donc, lieu fermé, donc lieu où on va oublier les responsabilités de la vie quotidienne, où on va oublier les contraintes de la vie quotidienne pour mieux tenir le coup le reste de l'année. Donc je pense que c'est effectivement toute une logique de consommation, c'est-à-dire il faudrait faire une psychanalyse de la consommation, je ne sais pas si ça existe, mais sur cette recherche de plaisir dans le fait d'acheter, de se faire plaisir, entre guillemets, sachant qu'il y a aussi, quand vous écoutez les gens qui reviennent, de ce genre de séjour notamment, ils vous disent j'ai vraiment eu l'impression de m'être fait parfois essorer de bout en bout, qu'ils se posent des questions sur finalement, j'ai rien vu de là où j'étais, et ça arrive à transparaître un peu, même si ça reste marginal comme préoccupation, quoi. Et je pense que là, pour le coup, quand même, je disais tout à l'heure que mon constat était noir. Mais globalement, ces dernières années, le consensus touristique s'est ébréché, hein, comme je le disais. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on n'avait pas ces discussions-là. Donc il y a une prise de conscience qui commence à émerger, qui progresse. Après, entre la prise de conscience et le changement de pratique, c'est une autre paire de manches. Parce que les gens veulent bien changer de monde, mais ils ne veulent pas changer de vie. C'est-à-dire que réduire sa consommation, c'est bien, et c'est bien pour les autres. Et simplement, petite précision, en fait, c'est 46%, je crois, des ouvriers qui partent en vacances. Là, pour le coup, il n'y avait pas la notion de passer une frontière. Contre 80% des cadres qui, eux, partent de manière beaucoup plus systématique. Mais ça renvoie quand même à l'idée de nos espaces de vie quotidienne, quoi. Vous savez, il y a un auteur qui est assez oublié qui s'appelait Ivan Illich qui avait développé le concept de convivialité. Qu'est-ce qu'une vie conviviale? C'est-à-dire une vie où on est en relation harmonieuse avec son entourage, son environnement,
son voisinage. Alors que là, on est finalement dans des modes d'existence où on a l'impression qu'on n'a plus envie de se parler, qu'on n'a plus envie de se voir, sauf si l'autre du bout du monde, finalement, devient plus intéressant que son voisin de palier. Alors, pourquoi pas? Enfin, il y a des gens intéressants à l'autre bout du monde, mais aussi des gens intéressants au coin de la rue, quoi. Oui, c'est ce que les Gilets jaunes nous disent. C'est-à-dire que sur les ronds-points, ils se sont parlé, se sont retrouvés. Et tout à l'heure, quand je pensais à l'altérité, elle n'est pas si loin. Alors bien sûr, c'est pas un voyage touristique, mais vous allez avec les Gilets jaunes et vous allez pouvoir parler avec des gens que vous ne connaissiez pas, qui vont vous raconter des tas de choses, qui vont vous intéresser, vous toucher, vous faire bouger. Tous les mouvements politiques un peu vigoureux sont des occasions pour des gens qui ne se connaissaient pas, qui ne partageaient pas les mêmes espaces sociaux et même les espaces géographiques, les espaces de travail, de faire des expériences qui peuvent être beaucoup plus fortes que ne pas entrer en dialogue avec un peuple qui vous regarde comme un touriste et avec lequel vous n'avez aucun échange linguistique. Voilà, donc bon, c'est... Alors, une autre question. Oui, bonjour. Ma question est toute simple. Tout à l'heure, vous avez parlé de transition économique. C'était très vrai. Vous avez parlé de transition économique. Je voudrais que vous développiez, voir est-ce qu'il y a moyen d'y ajouter transition économique et sociale. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors, j'ai dû parler de transition écologique, économique, oui, et transition sociale. Je pense que la transition dont on entend de plus en plus parler, d'ailleurs, est-ce que ça sera vraiment une transition, j'en sais rien, mais c'est une révolution culturelle. C'est-à-dire que culturelle au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire c'est une transformation de tout un mode de vie, de toute une manière de penser ce qu'est la vie bonne, la vie conviviale. Alors après, si on débattait tous ensemble de ce que c'est, on serait sans doute pas tous d'accord. Mais en tout cas, je pense que la transition, elle peut pas être seulement écologique. Elle peut pas. C'est toute une manière de penser la production, de penser la consommation, de penser les relations qu'on a entre nous. De penser la manière dont on habite un territoire, dont on habite une ville, dont on l'aménage ou pas, de comment on l'aménage. Est-ce que c'est plus intéressant d'aménager une ville pour y faire venir des gens du bout du monde ou pour développer une agriculture urbaine qui nous permettrait éventuellement de savoir, de pouvoir consommer des produits locaux. Moi, il n'y a pas si longtemps, une idée saugrenue, on apprend, moi j'ai une fille, on lui a donné une tablette à l'école, parce qu'il faut lutter contre la fracture numérique. Mais moi, j'aimerais encore mieux qu'on lui apprenne à jardiner, faire pousser des carottes. Peut-être que c'est beaucoup plus intéressant pour l'avenir d'apprendre à faire du jardinage urbain, de produire des choses comme ça, plutôt que d'apprendre à se servir d'une tablette, sachant qu'il y a le problème des écrans. Aujourd'hui, on n'est pas dans une rareté d'écran, on est plutôt dans un trop-plein d'écrans. Mais voilà, c'est peut-être la transition sociale, culturelle, qu'il faudrait imaginer, économique aussi, parce que ça touche la production, et qui, à mon avis, à laquelle il faudrait s'atteler sérieusement. Mais des choses existent. Il y a une partie de la jeunesse qui a commencé à pratiquer le voyage de ferme en ferme, où on va travailler dans une ferme, s'y faire nourrir, loger. Bon, c'est un type d'échange sur lequel on peut effectivement avoir une réflexion variable, mais en même temps, ce sont là du coup, ce sont pas des destinations, c'est plutôt du côté du chemin. Donc là, il reste du voyage, de la rencontre. Je pense aussi que des lieux qui ont été des lieux donc protégés au titre de la lutte contre les grands projets inutiles, Notre-Dame-des-Landes, si vous y regardez bien, c'est un lieu d'accueil incroyable. Alors ça concerne la partie des gens qui ont décidé que ce lieu n'est pas diabolique et que ce
ce lieu peut être l'objet de rencontres, de partage d'expériences. Mais moi, pour y être allé, j'ai vu une circulation de jeunes gens qui viennent, qui restent, qui travaillent, etc. Et donc, il y a aussi une logique d'échange gratuit et l'idée de l'échange d'expériences, d'apprendre de l'autre. Et là, on est là, du coup, hors marché de l'économie touristique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, moi, je suis complètement d'accord. Hein. Tout à l'heure, je parlais des ZAD qui luttent contre les projets inutiles. C'est pas uniquement des lieux de lutte, c'est aussi des lieux où des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs apprennent à vivre autrement, à développer d'autres manières d'être ensemble, de concevoir ce que c'est que la vraie vie entre guillemets. Et au lieu de concevoir ça comme des choses uniquement conflictuelles avec lesquelles s'affronter. Je pense qu'il y a là une part d'innovation. J'emploie ce terme à dessein, à titre provocateur, parce que l'innovation, on imagine que des startups qui font de l'animation, mais de l'innovation. Mais là, pour le coup, c'est de l'innovation sociétale, c'est-à-dire qu'on prépare peut-être la vie telle qu'elle pourrait être, devrait être, ou une des formes de sociodiversité qu'il faudrait cultiver pour faire face aux enjeux qui sont déjà les nôtres d'ailleurs. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais les décroissants le disaient déjà avant lui, mais c'est vrai que il l'a repris. Ouais. Il le poursuit. Bonsoir. Parler un peu plus des jeunes générations aussi. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression que le système éducatif aille dans ce sens-là. Quand on voit aujourd'hui toutes les écoles qui mettent en place des programmes Erasmus et qui poussent justement pour les échanges universitaires. Je suis un petit peu partagée. Moi-même, je sors d'études depuis plusieurs années, mais c'est encore fortement gravé en moi. On dit les voyages forgent la jeunesse. Et j'en suis en partie convaincue, même si une discussion avec votre voisin de palier forge aussi, mais c'est pas la même chose. Donc j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Quand on commence à voyager et à découvrir et à sortir de sa zone de confort, on est quand même, ça devient presque une drogue parfois, juste sortir. Mais moi, je considère que les voyages forment la jeunesse et pas que la jeunesse. Hein. C'est-à-dire que dans sa vie, faire un, deux, peu importe le nombre, mais de voyages significatifs, d'expériences, d'immersion dans une culture différente ou dans un territoire différent, je pense que c'est extrêmement important. La seule chose comme je le disais tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose qui mériterait sans doute d'être rare, donc de rester exceptionnel, donc précieux. Voilà. Et puis la question du temps, effectivement, du temps de séjour, qui permet de vivre des transformations en profondeur, de faire des découvertes. Donc Erasmus peut-être, j'imagine, le lieu pour faire ça. Moi, ce que je conteste, c'est plus l'industrialisation du départ, où on pousse les gens à partir pour partir un peu entre guillemets sans réfléchir, quoi. Mais c'est tout n'est pas acheté dans le fait de voyager, quoi. Moi, j'ai voyagé avec sac à dos, point. Maintenant, je voyage quand je tourne la clé dans ma serrure et que je viens même ici. Donc un voyage pour moi, c'est je pars de chez moi, je vais au marché, je voyage, je rencontre des personnes ou pas, j'échange ou pas. Tout est là aussi. Tout est dans la façon dont on quitte son chez-soi pour aller vers l'inconnu, parce que même aller de chez moi à ici, c'est l'inconnu, on ne sait pas. C'est pas la peine de chercher quelquefois midi à 14h. Et puis dans les luttes, moi je me souviens d'une lutte quand j'avais dans mon adolescence, à peu près, il y a eu au Cap Griné, dans le Boulonnais, au Cap Griné, une lutte pour qu'il n'y ait pas d'implantation d'une centrale nucléaire sur ce lieu-là.
j'entends des personnes parler, moi je ne vais pas à la plage, je vais à la mer. Pour moi, ce n'est pas pareil. Vous n'avez pas besoin de mes commentaires. On va peut-être prendre une dernière question, si vous voulez bien. Deux dernières questions, si vous voulez. Bonsoir. Vous avez parlé du consensus qui commence à s'effriter un petit peu sur la question du tourisme. Je commence seulement. En tant que professeur de géographie, je pense que vous avez dû étudier les programmes scolaires. Le tourisme comme levier de développement, cette espèce de doxa est présente dans les programmes de 4e comme de 3e. Sur la question des parcs nationaux, c'est pareil. Sur la redynamisation des territoires de faible densité, c'est la même soupe en fait qu'on nous demande de servir à nos élèves. C'est cette espèce de... Oui, là, on recontextualise avec cette idée que les territoires sont en compétition pour être attractifs et que dans cette compétition, les métropoles sont les plus armées, mais que le tourisme est un levier pour ceux qui sont un peu en retard. Donc bon, c'est quand même le cadre de pensée de la géographie scolaire. Non, non. Ce qui est sûr, c'est que le consensus s'ébrèche, mais que le discours dominant reste quand même pro-tourisme. C'est sûr, hein, c'est clair. Même dans les études universitaires, moi il y a des masters en géographie, en tourisme et transition qui me font venir parce que moi je suis une espèce d'électron libre et qui me disent nous le discours que tu tiens on peut pas le tenir. Parce que si on le tient et qu'on se fait un peu trop connaître, parce que eux ils travaillent quand même en lien étroit avec le secteur touristique. Leurs étudiants ont besoin de trouver des stages et de s'insérer ensuite dans l'économie du tourisme. Donc en fait, oui, même les études universitaires où on pourrait imaginer qu'on remette un peu en cause ce consensus-là au nom de la pluralité des points de vue et tout ça, ça ne va pas de soi du tout, quoi. Pour conclure, on s'approche de la conclusion, je voulais revenir sur un propos qui est tenu par un des milliardaires chinois qui a donc réussi son défi, pas tout à fait personnel, d'arriver au pôle Nord. Et les réalisateurs du film lui demandent ses impressions et ses projets. Il dit j'ai un projet, c'est de faire un vrai voyage autour du vrai monde. Et alors, ça m'a fait penser à ce paradigme que relève dans la littérature du XIXe siècle Jean-Didier Urbain, qui était un sociologue du tourisme, avec le modèle Robinson Crusoe et le modèle Phileas Fogg, parce qu'il était en train de nous refaire le coup, pour des raisons non littéraires, de Phileas Fogg, j'imagine, le milliardaire chinois. Le vrai voyage autour du vrai monde, mais dans quelles conditions ? Non, mais ça remet en cause la question de l'authenticité, hein. Même si définir l'authenticité, c'est compliqué, hein. Aujourd'hui, un Indien d'Amazonie, est-ce qu'il est authentique quand vous le voyez en jean et en tong, ou est-ce qu'il est authentique quand vous le voyez en pagne avec un arc? C'est difficile à trancher comme question. Si vous le voyez dans un contexte urbain, il est plus authentique. Mais la question d'authenticité, elle repose aussi sur toute l'artificialisation des territoires que promeut le tourisme. Aujourd'hui même, dans certaines chartes de développement touristique créées par les régions, les départements, il y a même des indications sur la bonne attitude à avoir en tant qu'habitant de régions où il faut être dynamique, souriant, se faire les ambassadeurs de son territoire. Là, pour le coup, on est dans une espèce de formatage des comportements où on ne peut plus être authentique, presque. C'est-à-dire qu'il faut correspondre à une certaine image.
Hein, si vous êtes habité en montagne, il faut avoir l'image du montagnard, un peu rustique, mais quand même sympa pour accueillir le touriste. Voilà, la question de l'authenticité. J'avais reçu il y a 2 ans un jeune chef indien d'une communauté d'Indiens du Brésil qui venait faire une tournée en Europe pour sensibiliser l'opinion européenne à la persécution dont ils étaient victimes, puisque lui-même avait succédé comme cacique à son père assassiné. Il est venu à l'université en civil, si je puis dire. Il est allé à la Halle Saint-Sauveur avec sa coiffure à plumes. Voilà. Donc, dans la même ville, du jour au lendemain, il pouvait utiliser les 2 usages. Et il était le même homme. On s'en tient là? Ça va? Ça vous va? Merci à tous. Merci pour vos questions. Merci à vous. Merci.